Voilà, donc moi je vais aborder l'hémolyse aux urgences. C'est les objectifs pédagogiques. L'idée c'est de revoir rapidement les principales causes sans tomber dans le piège du catalogue, surtout revoir les principaux modes de présentation clinico-biologiques, passer en revue rapidement quelques pièges diagnostiques et in fine aboutir au grand principe de la démarche diagnostique. Et je dirais 2-3 mots sur la transfusion qui est souvent un traitement de première ligne proposé aux urgences, très souvent à raison, mais qui implique parfois un certain nombre de précautions. Bon, ça, on a tous appris ça, c'est dans tous les textbooks sous des variantes diverses et variables. On distingue la classification principale des anémies hémolytiques entre deux sous-catégories principales, les formes dites corpusculaires ou intrinsèques, qui sont en majorité dues à un défaut d'un constituant du globule rouge, que ce soit un enzyme ou un constituant de la membrane qui le fragilise. Donc ce sont des causes constitutionnelles, à l'exception de l'hémoglobinurie paroxystique nocturne, qui est la seule cause d'anémie hémolytique acquise due à une mutation somatique qui est inclue dans cette catégorie. Et à l'opposé, on a les causes dites extracorpusculaires / extrinsèques, qui sont, elles, acquises dans 100% des cas et qui correspondent à des agressions, qu'elles soient immunologiques, qu'elles soient chimiques, qu'elles soient physiques, venant fragiliser un globule rouge mature, préalablement et primitivement sain. Et on retrouve là les anémies hémolytiques auto-immunes, bien sûr, le syndrome de microangiopathie thrombotique notamment, dont Élie Azoulay va nous parler dans un instant. Alors je suis désolé, c'est un peu trivial cette présentation, mais je pense que il y a un peu probablement tous les backgrounds dans cette salle et chez les gens qui sont connectés. Donc je préfère revenir à commencer par des choses un peu simples, quitte à ce que ça soit des répétitions pour la majorité d'entre vous. Donc sur le plan clinique, comment ça se révèle une hémolyse? Alors on a pour coutume de distinguer l'hémolyse extravasculaire, mais j'aime pas trop ce terme parce que quand vous hémolysez dans la rate, c'est quand même un organe avec plein de vaisseaux. C'est pas dans l'interstitium que ça se passe. Donc je préfère le terme d'intratissulaire, foie ou rate, versus l'hémolyse qui majoritairement intervient dans le secteur intravasculaire pur. Donc quand c'est une forme intratissulaire, le début il est plus souvent subaigu. Là je parle des formes acquises, nouvellement apparu. Syndrome anémique qui peut être variable, il peut être très sévère, mais il peut être en partie compensé. L'ictère arrive assez précocement. Il y a souvent une rate, mais qui n'est pas très volumineuse, c'est-à-dire c'est un travers de doigt, et en imagerie, vous avez 14-15 cm de rate. Si vous avez 22 cm, c'est notoirement disproportionné. Et vous n'avez pas le cortège un peu bruyant de syndrome pseudo-grippal, urine foncée, etc. À l'inverse, à l'opposé du spectre, la forme intravasculaire pure ou prédominante, c'est un début plus bruyant. Le syndrome anémique est souvent plus marqué parce que la cinétique de décroissance de l'hémoglobine est plus rapide. L'ictère est, lui, retardé. Il n'y a pas de splénomégalie par définition puisque ça se passe dans le secteur intravasculaire stricto sensu. Et il y a souvent un cortège, douleur lombaire, fièvre, plus ou moins frisson au premier plan, un certain nombre d'allures septiques et des urines rouges porto à l'œil nu. Le pendant biologique de ça, c'est que plus la composante intravasculaire est forte, plus le taux de LDH va monter rapidement et va monter haut. L'aptoglobine, qui est considérée classiquement comme un marqueur d'hémolyse intravasculaire, en fait est abaissé dans les deux cas, mais est carrément effondré de façon plus précoce dans la forme intravasculaire, puisque les capacités de saturation, de fixation de l'hémoglobine libre sont rapidement dépassées également quand ça hémolyse en intratissulaire. La différence, c'est donc plutôt LDH dans la forme intravasculaire, plutôt bilirubine libre dans la forme intratissulaire. Et dans la forme intravasculaire, on rajoute de l'hémoglobine libre libérée massivement qui va passer par le tubule rénal, qui va produire une certaine toxicité pour le tubule, qui peut conduire jusqu'à une insuffisance rénale oligoanurique, et avec donc une coloration rouge des urines, et également, si on cherche, de l'hémosidérine qui passe dans l'urine. Donc attention, ça c'est un petit piège classique. Mais on a des cas, faute de temps, j'ai pas énuméré des cas cliniques, mais j'ai un cas clinique caricatural il y a quelques années, un jeune de 20 ans qui arrive avec douleur, fièvre, frisson, douleur lombaire, un peu palo, un peu mal foutu. Il urine, on voit des urines d'allure hématurique, on fait une bandelette, on dit hématurie macroscopique.
Bum, le patient part en urologie. Et 3 jours après, on récupère la numération, il avait 5 grammes d'hémoglobine. Bon, c'est un peu caricatural, mais ça existe. C'est dans un CHU en France, et je ne vous parle pas d'une histoire au fin fond de la Lozère. D'accord ? Et en fait, la bandelette urinaire colorimétrique, elle détecte la globine. Elle ne détecte pas des globules rouges entiers. Donc si vous avez une hémolyse intravasculaire aiguë avec une hémoglobinurie qui donne des urines comme ça, hein, alors la différence avec une hématurie macroscopique, c'est que vous n'avez pas de caillot. Mais si vous passez vite au lit du patient, vous dites tiens, il a une hématurie macroscopique, la bandelette confirme la présence de sang 3 croix, et en fait elle a détecté de l'hémoglobine. Donc il faut toujours compléter par un ECBU, même quand vous avez des urines d'allure hématurique, en sachant que 95 fois sur 100, il s'agit bien de sang, mais dans quelques rares pourcentages de cas, il s'agit en fait d'hémoglobine dans les urines. Et ça peut être aussi de la myoglobine, mais bon, la myoglobine, c'est quand même... Le contexte est plus évident, parce que pour avoir des urines comme ça, avec une rhabdomyolyse, le contexte anamnestique est évident. C'est des gens qui ont 50 000 de CPK, voire plus. D'accord ? Il y a d'autres causes de coloration rouge porto des urines, mais qui ne donnent pas des faux positifs de la bandelette, donc j'en parle pas. Quelles sont les maladies hémolytiques qui donnent un tableau plutôt intravasculaire, aigu et ou intermittent ? Certaines formes d'anémie hémolytique auto-immune, plus souvent celle à agglutinine froide qu'anticorps chauds. Les problèmes d'hémolyse post-transfusionnelle retardée, on en reparlera brièvement. L'HPN, c'est le prototype de l'hémolyse intravasculaire. Alors on dit paroxystique nocturne, il y a quelques paroxysmes, mais sur un fond d'hémolyse chronique. Les déficits enzymétiques, classiquement, un logispédé, c'est un orage dans un ciel serein. Le patient, souvent, parfois, il ne sait même pas qu'il est déficitaire. Il consomme un aliment ou un médicament antibiotique ou autre à pouvoir oxydatif et il fait une grosse déglobulisation avec une hémolyse intravasculaire aiguë. Le palu fait partie des causes, certaines autres causes médicamenteuses. Ça, c'est le mode de révélation aigu qui peut conduire un patient aux urgences, déjà accompagné de son hémogramme ou simplement sur la base des symptômes. Il y a également, comme vous le savez, des complications qui sont inhérentes à l'hémolyse chronique qui peuvent conduire un patient aux urgences et être le mode de révélation de l'anémie hémolytique. Vous savez que, par exemple, il y a à peu près 5%, il y a 20 ans c'était 10, je pense maintenant c'est un peu moins, des drépanocytaires en France, syndrome drépanocytaire majeur, qui sont découverts après l'âge de 18 ans. Et ça peut être révélé par une cholécystite aiguë chez un sujet jeune, ça peut être révélé bien sûr par une ostéonécrose, par un ulcère cutané, j'en passe. Vous savez qu'hémolyse et thrombose sont des items qui se croisent de façon générale, avec quelques spécificités, par exemple dans l'HPN, notamment, ou dans les AHAI, le risque de thrombose est notoirement accru et peut être un mode de révélation, en tout cas dans l'HPN, notamment des thromboses veineuses dans des sites inhabituels comme le système veineux central ou des Budd-Chiari. Là, on revient vraiment à la sémiologie biologique pour les nuls. C'est vrai que ça reste vrai. L'anémie hémolytique, elle est le plus souvent macrocytaire, mais en fait, c'est une fausse macrocytose. C'est pas une macrocytose cytologique, c'est une moyenne rendue par l'automate, et elle est rendue macrocytaire parce que le plus souvent, l'anémie hémolytique est régénérative. Et sachant notoirement que le VGM des réticulocytes étant plus élevé que le VGM des globules rouges matures, plus le sang périphérique est enrichi de réticulocytes, plus la moyenne va augmenter. D'accord, je vous rappelle le cutoff 120 gigas. Et au passage, donc, la réticulocytose n'est pas un marqueur d'hémolyse, contrairement à ce qui est écrit, y compris dans des bouquins très prestigieux anglo-saxons. C'est un marqueur de régénération modulaire en réponse à une situation de destruction accrue. Mais on peut avoir eu un saignement le lundi et régénérer le lundi d'après, alors qu'on n'a jamais eu d'hémolyse. Donc il n'y a pas 36 causes, mais ce n'est pas uniquement l'hémolyse. Donc il y a quand même quelques pièges. Alors l'aptoglobine, il y a des patients, nous parfois on est sollicité, alors on peut se demander pourquoi l'aptoglobine a été demandée, mais par des patients qui ont constamment de l'aptoglobine basse. Sachez qu'il y a des déficits constitutionnels en aptoglobine qui ne sont pas exceptionnels, notamment chez le sujet afro-antillais. Et puis il y a des activités physiques, bon il y a classique joueur de djembé, mais bon ça c'est un peu caricatural, mais même par exemple des personnes qui s'entraînent pour un triathlon et qui font 10 bornes tous les jours à 6 heures du matin, s'ils n'ont pas des super chaussures, vous dosez l'aptoglobine avec les microtraumatismes dans les capillaires distaux, ils ont l'aptoglobine qui est consommée.
Bon, les LDH, la bilirubine, j'en passe. Donc tout ça pour revenir sur le fait que réticulocytes, régénération, c'est vrai la plupart du temps, mais il y a un nom, et VGM élevé, c'est vrai la plupart du temps, mais il y a d'authentiques anémies hémolytiques, et pas des moindres, qui ont un VGM normal. C'est souvent le cas de la drépanocytose SS, notamment parce que quand vous faites un mixte entre les amécies falciformés et les réticulocytes élevés, la moyenne, elle est souvent normale. Donc, regardez les VGM de vos drépanocytaires qui ne sont pas sous Hydrea. En fait, le plus souvent, il est normal. Si vous êtes thalassémique, non seulement il n'est pas élevé, mais il sera bas. Et notamment aussi dans les formes composites S-bêta. Et puis, vous avez des anémies authentiquement hémolytiques avec des réticulocytes normaux, voire bas. C'est le cas dans les AHAI. Dans 10% des cas, les anticorps ils ciblent aussi les réticulocytes. C'est bien sûr le cas si l'hémolyse elle a duré un moment, il y a un turnover globulaire qui est accru, il y a une consommation de folate qui fait que le patient rentre en situation de carence en folate et ne peut plus régénérer, et ainsi de suite. Donc il faut être assez souple d'esprit. Et si vous voyez une anémie qui n'est pas macrocytaire, ne vous dites pas ça peut pas être une hémolyse. Si vous voyez une anémie qui est régénérative, le plus souvent elle sera hémolytique, mais c'est pas forcément le cas, etc. Donc il faut savoir un petit peu jongler avec ces paramètres. Les indices érythrocytaires qu'on regarde jamais, comme la CCMH, juste un petit truc à connaître. Normalement, c'est impossible d'avoir une CCMH élevée physiologiquement. On ne peut pas augmenter le contenu d'hémoglobine et le bourrer dans un globule rouge avec l'aide du talon. D'accord ? Donc, il y a deux situations globalement où une CCMH peut être artefactuellement haute. C'est la sphérocytose héréditaire et d'autre part la maladie chronique des agglutinines froides. Donc vous avez reconnu une anémie comme étant hémolytique sur la base de la biologie avec un tableau clinique peu spécifique mais compatible. Bien sûr, comme toujours, on commence par le commencement avec les antécédents personnels, familiaux, etc. Et que s'il y a sur 3 générations des patients qui ont été cholécystectomisés, splénectomisés, etc., ça oriente vraiment vers une cause constitutionnelle. Est-ce qu'il y a un syndrome infectieux ? Et s'il n'y a pas d'éléments d'orientation évidents, les 2 examens simples pour avancer rapidement, qui ne sont pas coûteux et dont on peut récupérer le résultat rapidement dans tout CH ou CHU de France et de Navarre qui se respectent, en tout cas aux heures ouvrables, sont d'une part le frottis sanguin, d'autre part le test direct à l'antiglobuline, classiquement toujours appelé encore Coombs direct. Bon, le frottis, le principe, j'y passe. Je vais vous faire grâce de tout ce qu'on peut voir au frottis. Les schizocytes, bien sûr, c'est ce qu'on ne veut pas voir ou qu'on veut voir selon les hypothèses qu'on émet. Bon, si on est au mois de septembre, le patient il revient du Sénégal, il a 39, il a une hémolyse, au passage, vous faites le diagnostic de palu, donc c'est réglé. Vous voyez différentes anomalies. Certaines sont plus ou moins spécifiques. Celle-là, par exemple, est très spécifique, ce que les cytologistes appellent des hémighosts, avec un défaut d'oxygénation intrahématique qui a un aspect tout pâle. Ça, c'est caricatural. D'autres, je suis désolé, les contrastes ne sortent pas du tout. D'autres sont moins spécifiques, comme les ponctuations basophiles, les hématies sensibles, peuvent se voir dans différents contextes. Ça, c'est un bon marqueur de déficit en G6PD, ce qu'on appelle les corps de Heinz, qui correspond à des précipités d'HB oxydés. Mais pour voir ces fameux corps de Heinz, il faut sensibiliser la recherche et demander au laboratoire que vous cherchez des corps de Heinz, parce que ça nécessite de faire une coloration qui n'est pas le MGG classique, mais une coloration au bleu de Crésil. OK. Dans une anémie hémolytique auto-immune, qu'est-ce qu'on peut voir sur le frottis sanguin ? S'il y a des agglutinines froides, comme leur nom l'indique, souvent ça agglutine, donc de toute façon il y a des alarmes qui s'allument et généralement les hématobio tiquent, mais parfois elles sont en nombre assez faible et c'est que le frottis qui les retrouve. Encore une fois, la CCMH est faussement élevée parce que les globules rouges sont agglutinés les uns sur les autres. On voit assez fréquemment des sphérocytes, donc un patient de 50 ans qui arrive aux urgences, qui a une anémie hémolytique, on vous dit que sur le frottis il y a des sphérocytes, il n'y a pas d'antécédent personnel ni familial. Est un bon argument en faveur de la nature auto-immune de l'anémie hémolytique et n'est en aucun cas spécifique de microsphérocytose héréditaire. Ça correspond en fait à des hématies partiellement phagocytées qui ont subi ce qu'on appelle une trogocytose, qui ont perdu leur forme de disque biconcave, qui sont plus sphériques et de volume un peu réduit. C'est à peu près 40 à 45% des formes d'AHAI anticorps chauds. Ce qu'on veut ne pas voir quand on suspecte une AHAI, c'est qu'on ne veut pas avoir de schizocyte ou alors vraiment un bruit de fond.
d'accord? Et si on en voit beaucoup, il faut bien sûr reconsidérer le diagnostic. Alors ça, je ne vais pas m'étendre parce qu'Elie Azoulay va en parler. Donc s'il y a beaucoup de schizocytes et en plus une thrombopénie d'accompagnement, là, clairement, on rentre de plein pied dans le syndrome de Matt qui sera décliné tout à l'heure avec ses différentes composantes, le PTT acquis, le SHU typique ou atypique, et les maths qu'on arrive encore un peu mal à classer, notamment les maths associés aux maladies systémiques. Donc juste ça, c'est un petit tableau pour essayer de différencier et d'appréhender des patients qui ont une bicytopénie. Alors là, je vais un peu au-delà de la simple anémie hémolytique. Donc un patient qui se présente avec une anémie hémolytique et une thrombopénie, le principal diagnostic différentiel, c'est soit il a un PTT dans une forme acquise, si c'est un adulte le plus souvent, mais ça peut être autre chose, mais comme forme de maths, soit un syndrome d'Evans, c'est-à-dire une bicytopénie auto-immune. Et sur la biologie, on peut avoir des schizocytes dans l'un, ici, et on peut avoir un CUMS faiblement positif dans un PTT. Donc parfois, on a du mal à trancher. La thrombopénie, elle est profonde dans les deux cas. L'anémie hémolytique est souvent plus sévère dans le syndrome d'Evans que dans le PTT. Le syndrome hémorragique, si vous regardez bien, quand vous voyez un patient qui a un PTT, oui, ça arrive qu'il ait un peu d'épistaxie, ça arrive qu'il ait un peu de saignement au point de ponction, mais à taux de plaquettes équivalent, il n'aura pas les gingivorragies, l'hématurie macroscopique, voire l'hémorragie gastro-intestinale, enfin en règle générale. Donc à taux de plaquettes équivalent, plus le patient saigne, plus c'est évocateur d'une maladie vraiment à composante hémorragique et pas vraiment une maladie de destruction des plaquettes dans des microtrombies en périphérie. Bon, il n'y a pas d'atteinte rénale dans les deux. Et bien sûr, les schizocytes font généralement les différences, mais il faut savoir répéter le frottis sanguin parce qu'au début, il peut y en avoir peu. Et ça peut être source d'errance diagnostique. Et c'est une errance diagnostique qui peut conditionner le pronostic parce que, comme Elie vous le redira, le traitement n'est pas du tout le même entre les deux entités. Et puis là, j'ai mis le CAPS, le syndrome catastrophique des antiphospholipides. Donc ça, c'est pas tous les matins que vous verrez un CAPS aux urgences. Mais il y a de la défaillance d'organes, comme dans une maths. Il n'y a pas de défaillance d'organes dans les Vans. Il n'y a pas de syndrome hémorragique. C'est vraiment une maladie microthrombose capillaire. Il y a souvent de l'insuffisance rénale et il y a une hypertension artérielle qui est au premier plan et des schizocytes qui sont en plus faible proportion. Et là, vraiment, l'urgence, c'est l'anticoagulation efficace, éventuellement d'autres mesures symptomatiques sur lesquelles je passe. Si on passe en revue d'autres causes un peu rares, piégeantes, c'est ce qu'on appelle la pseudo-hémolyse des carences en B12. Donc encore une fois, ça ne sort pas très bien sur la diapo, je m'en excuse. Ça, c'est une petite étude sans prétention des collègues internistes de Bicêtre, mais c'est juste pour enfoncer un peu quelques messages. Vous voyez, ils ont comparé 7 pseudomates à 6 PTT. Donc avec ça, on ne va pas faire des statistiques de haute volée. Mais en fait, le tableau, c'est quoi? C'est une anémie qui peut être assez profonde, mais qui va quand même rarement en dessous de 5-6 grammes, qui est très macrocytaire et qui est arégénérative. Donc déjà, quand vous avez un VGM à 100, au-delà de 120-130, c'est quasiment toujours des carences, si le patient n'est pas exposé à des médicaments interférant avec le métabolisme des folates. Et alors qu'à l'inverse, quand vous avez un PTT, le VGM il est plutôt normal puisque vous avez des schizocytes qui se combinent aux réticulocytes. Le patient ne régénère pas quand c'est une pseudomate, notamment de la maladie d'Ibermer. Le taux de LDH monte très, très haut. Ça peut être des 5, vous voyez, 7300 de LDH ici, versus 1400. En fait, ça correspond à un avortement intramédulaire des précurseurs érythroïdes. Et le piège, c'est qu'il y a souvent des schizocytes sur le frottis qu'on n'explique pas bien. C'est probablement pas des vrais schizocytes de maths, mais donc vous voyez une anémie, des plaquettes un peu basses, des LDH à 1000 avec des schizocytes, vous pouvez dire c'est une maths et le patient va passer en réa, alors qu'en fait, si vous aviez regardé les rétiques sont normaux, le VGM est super élevé, il y a un problème. Vous faites un taux de vitamine B12, vous récupérez les résultats dans la soirée et le patient, au lieu d'aller en soins intensifs, soit il rentre chez lui, soit il va en médecine interne avec juste un peu de vitamine B12 par la bouche. Donc c'est quand même pas les mêmes sanctions. D'accord ? Et si on fait à l'inverse, si on prend des séries de maladies de Biermer ou de carences en vitamine B12 par non-dissociation, vous voyez que la présentation pseudomate, c'est rare, mais des carences en vitamine B12, on en voit quand même un paquet toutes les semaines, 2,5% des patients. Nous, dans notre expérience, c'est surtout des patients d'Afrique du Nord ou afro-antillais pour une raison un peu mystérieuse. Et dans une revue de la littérature,
Vous me direz, bon, c'est pas très grave, on s'en fiche. Bah oui, mais il y a quand même des patients qui ont subi des échanges plasmatiques pendant 3 jours avec des alarmes partout et des scopes, alors qu'ils avaient une carence en B12. Donc c'est un peu, si on peut leur éviter le syndrome de stress post-traumatique, c'est pas mal. Ok, donc ça c'était une parenthèse large autour du frottis sanguin. Le test de Coombs ou test direct à l'antiglobuline, bon, le principe, hein, vous avez des hématies d'un patient qui sont optionnisés par des auto-anticorps ou des fractions du complément qui ont été activées par un auto-anticorps. Donc vous suspendez les hématies du patient attestées dans une colonne de gel pré-incubée avec ici une anti-GG, une anti-C3. Et donc vous centrifugez, donc c'est semi-automatisé, semi-quantitatif, c'est le même test dans toutes les EFS de France et de Navarre. Si il y a des anticorps ou du complément à la surface des globules rouges, ils sont piégés dans la colonne correspondante et l'épaisseur de la bande correspond à l'intensité du rendu du test. C'est très sensible pour le diagnostic des HAI, 95% de sensibilité. Il y a d'authentiques HAI à Coombs négatif, mais c'est vraiment pas un diagnostic à suspecter et soulever aux urgences parce que c'est vraiment un diagnostic d'exclusion. Et quant à la spécificité, chez un patient, un parent de Anousha Habibi avait fait une étude il y a longtemps et qui montrait qu'il y avait un seul individu sur 13 000 donneurs de sang jamais transfusé au préalable qui accrochait en test de Coombs direct. Donc vous voyez, la prévalence dans la population générale présumée saine, elle est très faible, hein, contrairement à d'autres auto-anticorps. Après, si vous êtes chez un patient qui est suivi pour une hémopathie lymphoïde B ou un patient qui a un lupus systémique, il a le droit d'avoir une anémie hémolytique, d'avoir un Coombs direct positif, mais sans qu'il y ait le lien de cause à effet. Donc il faut toujours intégrer l'histoire clinique, les antécédents notamment de transfusion. Donc voilà pour, si on schématise, vous avez une anémie reconnue comme étant hémolytique avec une présentation compatible cliniquement de sévérité variable et une biologie également compatible avec le mécanisme hémolytique, avec un profil plutôt intravasculaire versus plutôt intratissulaire. S'il y a des antécédents familiaux, etc., il ne faut pas vraiment hésiter dans ces cas-là à faire même quand il n'y a pas d'antécédents évidents, à faire un arbre généalogique, surtout quand les patients sont adultes jeunes. L'interrogatoire classique, traquer les médicaments pour le déficit en G6PD, nous on avait eu il y a quelques années une patiente de 80 ans de confession juive, donc c'est une femme, normalement le déficit en G6PD c'est lié à l'X, donc normalement les femmes sont préservées, sauf qu'avec le temps, avec l'âge, il peut y avoir une inactivation de l'X qui est déséquilibrée. Et elle avait fait, je ne sais pas si c'était Kippour, enfin je ne sais plus quelle fête, elle avait mangé des fèves, ce qui ne lui était pas arrivé depuis très longtemps. Elle est arrivée avec 5 grammes d'hémoglobine et le diagnostic a été fait sur le frottis sanguin. Donc quand c'est vraiment des tableaux caricaturaux, il faut vraiment traquer, c'est pas juste un mythe, le médicament ou l'aliment responsable. Donc frottis sanguin, soit il y a des anomalies morphologiques suffisamment à valeur d'orientation comme un tapis de schizocytes, des hématies falciformées, etc., qui orientent d'emblée le diagnostic. Soit le frottis est normal ou montre des anomalies peu ou pas spécifiques. Vous allez au test de Coombs direct. Il est positif, c'est une anémie auto-immune jusqu'à preuve du contraire ou parfois liée à un allo-anticorps. Le test est négatif, le frottis sans particularité. C'est là où vous allez décliner des tests de 2e et 3e intention. Donc ne cochez pas toutes les cases d'emblée. C'est peu rentable. Mais là, je dirais qu'à la limite, le patient, une fois qu'il est là, il est probablement souvent déjà passé le cap de la prise en charge immédiate aux urgences. Pour finir, donc le traitement symptomatique, il est licite dans la majorité des cas de transfuser un patient qui se présente pour une anémie hémolytique aux urgences mal tolérée ou avec une cinétique de décroissance rapide, moins de 6 grammes d'hémoglobine. On a fait récemment une étude sur HAI en réa. L'âge n'était pas un facteur de risque de finir en réa, hein. Il y a des patients qui meurent d'anémie hémolytique aiguë à 40 ans. Donc oui, on peut les transfuser, mais si c'est une anémie hémolytique auto-immune, il faut faire attention puisque la RAI va souvent s'allumer et donc il va y avoir un besoin d'un screening à l'EFS pour vous fournir avec des concentrés érythrocytaires qui soient le plus compatibles avec le profil des auto-anticorps du patient. Si le patient est un homme jamais transfusé, c'est simple, il vous donne de l'ABO-résus et ça passe. Si c'est une femme multipare ou un patient qui a déjà été exposé à des transfusions, c'est plus compliqué. Il faut faire la part des choses entre ce qui peut être dû à un allo-anticorps et ce qui peut être un auto-anticorps. D'accord ? S'il y a des agglutinines froides, classiquement, il faut passer les culots à l'aide d'un réchauffeur qui vient en parallèle de la perfusion pour en améliorer le rendement. On fait de la prophylaxie de la thrombose en période d'hémolyse aiguë.
Donc c'est au moins du Levenox 0,4. Et nous, chez des patients sévères qui sont en soins continus, on fait parfois, c'est empirique pour l'instant, des stratégies un peu type Covid-like. S'ils cumulent des facteurs de risque, on flirte avec les doses hypocoagulantes. On peut faire de l'EPO, c'est hors AMM, pas que dans la drépano, dans d'autres contextes, pour booster la réticulocytose et faire l'épargne transfusionnelle. Là, je vais aller vite. Donc, vous me direz, oui, c'est bien beau, il nous dit qu'on peut transfuser les patients si c'est mal toléré, sans trop attendre, en dialoguant avec l'EFS, mais est-ce que c'est bien toléré? Est-ce que ça ne va pas les aggraver? Est-ce qu'on ne va pas mettre de l'huile sur le feu? Ça, c'est une étude chinoise, toujours chez des patients qui ont une anémie hémolytique auto-immune. Vous voyez, c'est les effectifs à la chinoise, hein. Vous avez un hôpital, c'est 450 patients. On ne peut pas lutter. Donc, ils ont regardé ceux qui ont été transfusés. Ce qui était, je ne sais plus où c'est, enfin à peu près 60% des patients avaient été exposés à au moins 268 à une transfusion. Ils avaient un score présumé de risque d'alloimmunisation qui faisait qu'ils compatibilisaient plus ou moins les culots. Ils ont regardé, la tolérance, 2, le rendement. Et vous voyez qu'en termes de tolérance, ça se passe bien, si on prend le temps de choisir les bons concentrés. Il y a eu quelques réactions fébriles, etc., mais il n'y a pas eu d'hémolyse retardée post-transfusionnelle ou immédiate. Et en termes d'efficacité, dans 60% des cas, le rendement transfusionnel était correct, même s'il ne dure pas très longtemps. Donc ça permet de passer un cap difficile, éviter aux patients un syndrome coronarien ou de la défaillance d'organes. Donc au pire, le taux d'hémoglobine ne va pas monter, mais si vous faites les précautions et vous dialoguez bien avec l'EFS, vous n'allez pas aggraver le patient avec vos culots. D'accord? Et puis je finis avec l'hémolyse post-transfusionnelle, peut-être qu'Anoucha va en reparler. Ça, c'est la drépanocytose. Donc, je n'ai pas le temps de détailler, mais vous savez qu'il y a souvent un conflit entre les antigènes de groupe sanguin du donneur blanc-caucasien et les anticorps du receveur qui est souvent afro-antillais. La biologie, c'est une anémie hémolytique avec un test direct à l'antiglobuline positif. Et ça, on voit ça chez des patients qui sont sortis un peu des circuits des centres de référence ou de compétences, qui ont été opérés pour une opération mineure ou de gravité intermédiaire, qui ont été transfusés dans une clinique, etc., et qui débarquent dans les 5 à 10 jours au CHU avec une CVO, un ictère flamboyant, des urines foncées. Donc c'est un tableau d'hémolyse intratisculaire fébrile qui peut être mineur à modéré, mais qui peut aller jusqu'au tableau d'hémolyse intravasculaire massive avec défaillance d'organes et mortalité très élevée avec CIVD. D'accord, donc vraiment population à risque. C'est de loin d'abord les patients avec syndrome drépanocytaire majeur, avant les thalassémiques et bien avant les patients avec myélodysplasie. Il y a un nomogramme avec un lien ici conçu par Armand Meconso et son équipe en réanimation à Mondor qui vous permet de savoir si le patient il est vraiment dans le rouge avec des HTR hautement probables, dans la zone grise intermédiaire ou dans la zone plutôt verte. Pour terminer, donc en présence d'une anémie hémolytique nouvellement découverte, tout l'interrogatoire, l'enquête étiologique repose avant tout en première intention en l'absence de diagnostic évident sur le binôme frottis sanguin et test direct à l'antiglobuline. Certaines anémies hémolytiques constitutionnelles peuvent se révéler à l'âge adulte. Quand il y a une thrombopénie associée, c'est vraiment le diagnostic de MAT/PTT qui doit être traqué et il faut pousser dans les retranchements les cytologistes qui ne veulent parfois pas répéter les frottis sanguins. Et le rapport bénéfice-risque d'une transfusion d'urgence doit bien être sous-pesé, notamment chez les patients drépanocytaires qui ont des antécédents d'alloimmunisation en cas de mauvaise tolérance de l'anémie hémolytique. Je vous remercie de votre attention.